Bonjour à tout le monde. Je suis très content de faire notre premier CTO Talk en français. On a également un invité spécial, mais avant ça, je vais vous dire qu'est-ce que c'est CTO, car c'est la première fois qu'on le fait en français. Et donc, CTO Talk, je ne sais pas si l'audience ici présente a pu déjà regarder d'autres événements qu'on fait autour de CTO. Petit à petit, Pentalog a externalisé une vision de qu'est-ce que c'est technologie leader idéal. Et on a présenté une structure de cette rôle. Et avec les événements CTO-Talk, on a essayé, on a cherché à stresser cette vision. C'est pour cela que vous allez me voir avec cette liste de questions. C'est une liste qu'on pose quasiment à presque tous les invités CTO-Talk, y compris à notre invité d'aujourd'hui, Rudy, qu'on va inviter tout à l'heure. Et une bonne partie des questions vient aussi de vous, donc ça fait partie des critères de succès de cet événement également. Avant de commencer, je m'appelle Corenel Fotulescu pour ceux qui ne m'ont jamais vu. Je suis Chief Platform Officer à Pentalog. Ça veut dire que je suis en charge des aspects produits et technologie de notre stratégie Pentalog Group. Et voilà. Rudy, s'il te plaît, si tu peux rentrer, si tu peux nous joindre et nous dire quelques mots de toi et de Capcar, là où tu es CTO. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien du coup? Moi, je t'entends très bien. Bon, bah, nickel. Alors moi c'est Rudy, je suis actuellement CTO de Capcar depuis un peu moins de 3 ans. Et avant ça j'ai un parcours un peu plus technique de lead dev, d'architecte dans différentes organisations, que ce soit dans le e-commerce, dans l'intermédiation, dans la presse et ainsi de suite, quoi. Et Capcar, Capcar on est une boîte d'intermédiation dans le véhicule d'occasion. Donc, on accompagne les acheteurs et les vendeurs avec une promesse, c'est apporter tout le service d'un concessionnaire, mais les ventes, les prix de la vente à particulier. Donc, on a un intermédiaire de confiance où on vient apporter pas mal de services, ce qui fait qu'on a pas mal de défis techniques, parce qu'on a des plans très e-commerce, des plans très métiers, des applications d'inspection. Enfin, on a des équipes assez variées, commerciales au marketing. Voilà à peu près pour moi et Capcar. Quelle est la taille aujourd'hui de Capcar? Alors Capcar, là, on doit être une trentaine d'internes, puis on a un réseau d'agents indépendants qui bossent avec nous. On a une centaine d'agents qui bossent avec nous au quotidien. OK. Bon. Est-ce que tu peux nous définir ton rôle, ta mission en tant que CTO Capcar? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les responsabilités? Oui, alors c'est pas simple parce que c'est assez large dans une startup. Alors j'ai l'impression que mon premier rôle, bah, c'est d'aligner à la fois stratégie business et tech pour qu'on aille tous dans la même direction. Et ça va passer par pas mal de choses, hein. S'assurer de la performance de l'équipe technique, qu'on délivre bien, qu'on soit itératif, qu'on dégage de la valeur au quotidien pour optimiser le business, pour réduire le temps humain et optimiser le business sur différents plans. Plus Ah, concrètement, mon quotidien, c'est différentes choses, hein. C'est organiser l'équipe, manager l'équipe, enfin, participer aux discussions stratégiques où on emmène la boîte, influencer la direction produit de nos différents outils. Et du coup, j'ai eu l'occasion de rester assez opérationnel et travailler sur des sujets d'architecture, d'urbanisation, du système d'information, de faire un petit peu d'infrastructure, de garder la main sur le développement, de surveiller de gérer le budget, mais aussi de travailler et puis de préserver la relation avec les différents partenaires avec lesquels on est amené à collaborer pour développer ou pour maintenir nos outils. Donc, assez large. Et mhm. donc, les journées ne se ressemblent pas. C'est des obstacles à lever, des urgences à traiter, une vision court, moyen, long terme à développer au fur et à mesure. Des obstacles à traiter, ça c'est intéressant. Alors, je vais revenir. Et de tout ça, de tout ce que tu as dit, quelles sont les activités que tu préfères le plus? Euh,
Alors, il y a pas d'activité à proprement parler. Moi, ce que j'aime bien dans ce rôle, c'est que ça permet d'être assez transverse, de dialoguer avec plein de profils différents, des profils très sales, très market, avec une vision un peu plus stratégique, des développeurs. DevOps, c'est de collaborer avec pas mal de gens et d'avoir des tâches différentes tous les jours. Donc ça, c'est assez passionnant. Je serais incapable de vous dire ce que je ferai la semaine prochaine et des fois, même ma journée du lendemain est bouleversée parce que les urgences sont pas les mêmes, les enjeux sont pas les mêmes. Mhm, mhm. Donc ça, c'est le côté très plaisant. Ok, ok. Et est-ce que tu aimes moins? Alors, ce que j'aime moins, on va dire, c'est tout ce qui touche à l'administratif. Des fois, bon, on est obligé d'en faire, hein, mais de gérer les paiements, la facturation à droite, à gauche, de gérer à la fois des dossiers d'investissement pour avoir du crédit CIR-C2I, ce genre de choses moins fun au quotidien, on va dire, c'est la partie qui m'éclate le moins. Ah, ah, ah. Et de toute façon, même si ton quotidien est assez dynamique, il doit avoir une constance. Pendant toutes ces années, il y a quelque chose qui revient. Qu'est-ce qui revient de plus en plus? Et, euh, et là, on peut dire le plus constant de ton activité. C'est-à-dire le plus constant. Alors, je passe beaucoup de temps sur le management et l'architecture. Après, j'ai un peu de temps à creuser, mais en fonction, ça change beaucoup en fonction des moments ou des périodes. En ce moment, je me remets à coder un petit peu. Il y a 6 mois, je codais quasiment plus du tout. Ça dépend un peu de l'équipe à un moment donné, comment on se structure, parce qu'on est passé par plusieurs phases pour être aujourd'hui dans un modèle où la plupart des développeurs sont indépendants, libres, communiquent directement avec le business, ce qui me permet de me dégager moi-même un peu plus de temps. Mhm, mhm. OK. L'équipe tech, seulement, elle est à quelle taille? Elle a quelle taille? Alors aujourd'hui, on est un peu moins d'une dizaine, Moins de- essentiellement des développeurs. Alors une partie, Quand on parle product, chez vous, c'est toujours chez toi ou il y a une autre équipe en partenaire là-dessus? alors là aussi, enfin ça dépend des périodes. En ce moment, c'est que moi. Enfin, c'est géré côté tech avec essentiellement des développeurs. Il y a eu des époques où il n'y a pas si longtemps, j'avais un CPO qui travaillait avec moi. Donc on travaillait conjointement tech produit. Mais aujourd'hui, c'est regroupé et puis on travaille le lien différemment. On a un lien beaucoup plus proche entre le business et la tech. Ok, ok. Donc moi, je vais enchaîner avec mes questions. Désolé, chers participants. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas d'utiliser le module Q&A qui est disponible là en bas de l'écran. Pour moi, c'est en bas de l'écran, donc j'espère que pour vous, c'est pareil. Et je continue avec le partenariat avec l'équipe exécutive, hein. Hmm. Tu as dit déjà discussion stratégique un peu. Euh, D'habitude, les CTO ne mettent pas nécessairement beaucoup d'étoiles sur cette activité, présence dans l'esprit d'executive officer, dans la stratégie. Même des fois, ils disent qu'ils n'ont pas suffisamment de mind share dans la société, ça arrive, hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors chez Capcar, on a une organisation assez collégiale, donc on se regroupe souvent hein, que ce soit le président, le DG, le directeur marketing ou le responsable de la partie sales pour justement définir cette organisation, ces leviers stratégiques, suivre hein, l'évolution de notre budget, faire les bons choix pour avancer, Ah, définir nos OKR d'un point de vue high level pour ensuite les redécliner les ok. différentes teams. Donc, on est assez impliqué dans toutes ces décisions parce que ces décisions impactent tout le reste de l'entreprise. Mhm. Donc, c'est assez régulier, hein. Je pense qu'on on se voit sur cette partie-là une fois toutes les 2 semaines. On a un grand point une fois toutes les 2 semaines. On échange au quotidien. Et puis après, on a d'autres moments d'alignement où on est aussi présent. C'est plus
sur la direction technique. Là, on se retrouve pour parler, OK, direction technique, orientation du projet, c'est quoi nos différents enjeux au quotidien et puis nos différents leviers pour faire évoluer le business. Que malgré tout, on est une boîte dans l'auto, mais on a un ADN très tech, parce que c'est nos outils, c'est notre plateforme et c'est notre service qui permet de faire du business. Donc, c'est normal d'être totalement intégré à ce processus. D'une manière très grossière, combien de temps tu passes dans la semaine avec ton executive officer ou dans le mois? Et plusieurs heures, je pense, par semaine. C'est bien une bonne demi-journée par semaine. OK, OK. Je ne vais pas te poser la question si c'est trop ou pas beaucoup, mais je vais te poser quand même la question de l'efficacité de tout ce qui se passe Trésor. Hein. Aujourd'hui, quand on parle à nos équipes, on parle toujours d'efficacité, de vélocité, de tout ça. Par contre, au niveau les plus supérieurs, on oublie des fois. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Est-ce que vous travaillez l'efficacité? Est-ce que vous posez des questions sur l'efficacité des initiatives, les cycles de Alors, décision, d'implémentation des décisions? oui, on se la pose d'une certaine manière. On essaye d'avoir des cycles le plus court possible et on a un ADN très data-driven. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, que ce soit côté tech ou même de manière plus large, on produit de la donnée qu'on vient mesurer, analyser, et ce qui nous permet de prendre les bonnes décisions rapidement. Donc, c'est ça qui nous aide le plus à prendre ces décisions, à nous remettre en cause, à réorienter les choix si on se trompe. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette approche très itérative dans nos choix, mais à tous les niveaux. Et tu as parlé déjà de OKR, il me semble. Ouais. Quelle est la place des OKR dans tout ça? Alors, les OKR étaient assez centrales, hein. Alors, c'est pareil, hein, c'est un format qu'on a mis en place il y a 1 an et demi pour aligner toutes les équipes derrière des objectifs communs. Donc, l'OKR est central pour l'alignement, pour bien transmettre au moins les enjeux de l'entreprise au trimestre. Et puis de laisser surtout derrière de l'autonomie, maximum d'autonomie aux équipes pour pouvoir y répondre et être sûr d'aller dans les bonnes directions. Donc, c'est assez central, hein. C'est une gestion, on a une gestion plutôt par les OKR que la roadmap. Est-ce que je peux traduire de ce que tu dis que c'est un outil que tu conseilles? Oui, c'est un outil que je conseille si on cherche à avoir des équipes responsabilisées, impliquées, mais en fait, c'est le meilleur moyen de les laisser réfléchir et puis d'aligner tout le monde dans une direction commune sans avoir à imposer, à refaire un calendrier, une roadmap ou faire des choses ou avoir une approche trop directive. Très bien. Et tu as parlé un tout petit peu de la partie traduction, toi en tant que CTO comme traducteur de la tech, des opportunités et risques tech pour le business et évidemment inversement. Tu l'as dit avec d'autres mots, mais concrètement, ton rôle de traducteur, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Est-ce que c'est important, c'est toujours priorité haute ou pas? Alors, c'est super important, et puis dans un sens comme de l'autre, parce que côté business, ils ont besoin de comprendre comment on s'organise, c'est quoi nos enjeux techniques, pourquoi certaines choses sont un peu plus longues que d'autres, pourquoi on va faire tel choix plutôt que tel autre choix, et puis les contraintes que ça implique. Et c'est important de transmettre tout ça et d'avoir une transparence globale à l'échelle de l'entreprise, parce qu'en se connaissant mieux, on interagit mieux. Donc, transmettre ces problématiques, en fait, c'est essentiel. Et c'est de là que naît la confiance. Aujourd'hui, on a une vraie relation de confiance un peu partout dans l'entreprise, parce qu'on sait partager nos enjeux, comment les expliquer, et puis et qu'on passe le temps pour ça, quoi. Et je peux constater par rapport à toi que tu joues aussi un rôle un peu de traducteur vers l'extérieur. Tu as un côté influenceur, voilà, surtout sur LinkedIn au moins.
Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça et l'importance de ce que tu fais là dans ton quotidien? Alors, dans mon quotidien, ça joue. Alors, je vais revenir là-dessus, hein. Pour moi, déjà, ce que c'est que l'influence, c'est qu'on est dans une entreprise où tout le monde a un minimum de liberté, d'autonomie, mais on est tous des influenceurs. Il faut tous, à un moment, convaincre ses camarades, ses collègues et aller dans une direction commune. Donc, je suis pas plus influenceur que quelqu'un d'autre, parce que je communique sur les réseaux. C'est une compétence qu'on doit tous développer parce que c'est comme ça qu'on peut fonctionner, enfin, ça aide à mieux fonctionner au quotidien. Historiquement, j'ai commencé à communiquer un peu sur les réseaux, avec une vocation de recrutement. D'abord, c'est Capcar est pas forcément une boîte connue de l'extérieur, ou pas beaucoup. En communiquant sur Capcar, notre manière de penser, ma manière de réfléchir, d'aborder les problèmes ou sur certains enjeux stratégiques, l'idée, c'est un peu d'être dans les têtes des développeurs et de pouvoir recruter plus facilement. Enfin, recruter directement, parce que je reçois pas mal de candidatures spontanées, ou de closer plus efficacement quand on m'envoie un profil et puis que ça correspond bien, parce qu'il a déjà entendu parler de Capcar, et quelqu'un qui a déjà été entendu parler de Capcar face à une autre boîte n'aurait pas entendu parler en lui vendant exactement la même chose, le choix se fait facilement d'un côté, quoi. Après, je continue de le faire parce que ça m'apporte aussi beaucoup. C'est pas juste de l'influence. Moi, je vois plutôt ça comme un forum de discussion ouvert où on peut discuter avec plein de gens, apprendre plein de choses, se confronter à d'autres avis. Et que dans une boîte comme Capcar, on est là, mais on n'est pas nombreux. Mais en s'ouvrant sur le monde, en fait, on discute avec beaucoup plus de gens, on a beaucoup plus d'avis, et puis ça peut permettre d'affiner certains points de vue, alors peut-être pas de les changer totalement, mais au moins de les affiner, de voir des points de vue différents, des contextes un peu différents, et puis ça permet de faire surtout des rencontres aussi. Il y a pas mal de personnes que j'ai rencontrées grâce à ça, où j'ai eu des échanges super intéressants. Donc, je le vois J'espère que plutôt comme c'est ça que sur de l'influence pure. j'espère que c'est utile aussi pour l'audience ici présent. Et avant que je prenne quelques questions qui ont été déjà posées, patientez s'il vous plaît, ça vient. Euh, euh, donc, tu dis que ça joue un rôle dans l'entreprise également, hein, mais est-ce que tu portes tout ça dans une vision qui est plutôt personnelle ou qui est plutôt Capcar? On va dire un peu les deux. Alors, je suis d'une génération où je fais moins la différence entre le personnel et le professionnel, entre le privé, l'entreprise. En fait, je pense que ça sert un peu aux deux. Moi, ça me sert parce que ça m'apporte pas mal de plaisir de temps en temps de discuter, d'échanger, et puis il y a et ça m'apporte des choses, mais ça apporte aussi à Capcar, d'un point de vue enfin, notoriété, connaissance de la marque, et puis même indirectement, hein, de temps en temps, ça apporte des clients. J'ai des feedbacks, j'ai acheté ma voiture sur Capcar, je l'ai vendue. Alors, c'est pas l'idée initiale, hein, parce que je pense que nos clients sont pas majoritairement sur les plateformes sur lesquelles je communique, mais je pense que tout le monde y gagne. Puis Ok, ok. Comme quoi, voilà, des choses un peu anodines peuvent quand même devenir un catalyseur, même faciliter certaines choses. Et surtout le développement personnel. Tu as dit que tu récupères quelque chose, tu gagnes aussi des points de vue personnels, tu apprends de ces échanges. Alors, j'apprends de ces échanges, j'apprends à mieux communiquer, j'apprends des choses côté technique, organisation, j'apprends à faire moins de fautes d'orthographe aussi. Alors, ça prend du temps, mais c'est important, ça permet Toujours de pas travailler résolu. certains skills, hein, parce que je suis pas un profil littéraire à la base, un profil un peu plus technique, mais du coup, j'apprends deux, trois choses là-dessus aussi. Donc ça s'apprend, c'est rassurant. Ça s'apprend. Ça peut mettre plus de temps. Oui, ça met du temps pour certaines personnes. Merci Rudy pour tout ça. Je prends la première question de l'audience avant de revenir à mon script. Ludovic qui nous demande quelle est la politique de télétravail chez Capcar, notamment pour l'équipe tech? Qu'en penses-tu? Quels sont les freins et les leviers? Alors,
Aujourd'hui, chez Capcar, on est totalement ouvert sur le télétravail. Il n'y a pas forcément de barrière. Alors, c'est bien de pouvoir se voir de temps en temps, mais je compte essentiellement sur, à la fois sur la liberté et la responsabilité. Un développeur qui travaille chez lui, il bossera tout aussi bien. Et puis souvent, il bossera peut-être même un peu mieux, un peu plus longtemps. Et qu'il y ait des moments où ils puissent venir sur place, qu'on puisse voir, manger ensemble, boire un coup le soir ou partager une soirée d'entreprise, bah, c'est aussi un bon côté. Donc, il n'y a pas de règles strictes imposées, mais on est totalement open sur le sujet. Moi-même, je viens au bureau une à deux fois par semaine, ça dépend. Et pourtant, j'ai besoin d'être beaucoup plus visible que les développeurs. Et alors, une curiosité particulière, j'utilise la question de Ludovic pour ça, Hum. merci. Ludovic. Et surtout en France, j'ai l'impression que cette présence au travail est beaucoup plus importante qu'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas de marché, de pays que j'ai vu où ça compte plus. Il y a quelques éléments très sociaux. euh, Par exemple, aller déjeuner ensemble. Hein. Euh, tu penses que ça a dégradé fortement chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est demandé par vos collègues? Est-ce que... Non. Alors, ça peut être des moyens de communication informels. On peut apprendre des trucs, discuter d'autres choses, apprendre à mieux connaître ses collègues. Et en connaissant mieux ses collègues, ses collaborateurs, ben, en général, on bosse mieux ensemble. Parce qu'on se connaît mieux, on sait comment les uns. C'est pas le seul moyen. Pas le seul moyen, parce qu'aujourd'hui, il y a une partie de l'équipe qui est à l'autre bout du monde. On bosse bien avec eux. Donc, Ouais. on sait fonctionner avec ce mode hybride. Sans trop de soucis, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'outils de communication. On sait passer par de la vidéo pour se passer de la vidéo enregistrée pour se passer de l'information, même en asynchrone. On sait documenter, on sait échanger autour du code, on sait aller contacter n'importe quel interlocuteur business pour discuter avec lui, même en vidéo. On est habitué à ça. Moi, je suis arrivé chez Capcar juste avant le Covid et le premier confinement. Donc, mes premiers mois chez Capcar, ça a été du full télétravail. Et puis, on a appris à travailler comme ça. Donc, la culture qu'on a actuellement est née de ça. Donc, Ok. c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. Et puis, de toute façon, on regarde essentiellement les résultats plus que le temps que tu passes à ton bureau. Ok. J'ai continué avec les questions de Njiva Harizo. Je suis vraiment désolé si je prononce pas bien. Je m'excuse d'abord. Le rôle de CTO étant transversal, comme vous l'avez décrit, pas seulement technique, quel est le parcours idéal, entre parenthèses, expérience et connaissances, pour être un CTO et un CTO influenceur? Alors, je pense pas qu'il y a de parcours idéal. Moi, c'est vrai que j'ai un ADN très tech et développeur, et je pense que je resterai toujours un développeur. Certains CTO sont pas développeurs aujourd'hui, ont d'autres compétences techniques. Ce qui compte avant tout, c'est de s'ouvrir et de continuer de se former en continu. Euh, Quand on passe CTO, quand on commence à manager des gens, ben, on apprend des trucs où on n'a jamais été formé pour. Et ben, faut pas hésiter à se renseigner, à comprendre, à lire des bouquins, à itérer et à apprendre en continu. Quand on s'immerge un peu plus dans les contraintes business et stratégiques, ben là, c'est pareil. Faut rentrer dedans, faut creuser, faut apprendre et puis faut apprendre en continu. Donc, c'est un peu la suite de mon parcours de développeur où j'ai appris en continu pendant des années par passion. Là, j'apprends plein de choses sur plein de choses différentes. Et puis, c'est essentiellement ça qui compte. Faut pas y aller en disant, bah, c'est pas mon taf, j'y vais pas, j'apprends pas. Faut se dire, bon, bah, je suis ouvert, j'hésite pas à me former quand je connais pas quelque chose ou à me faire accompagner ou à trouver les bons interlocuteurs pour monter en compétence sur différents sujets. Je rajoute un Et peu sur ça, sur apprendre en continu au travail, chez soi ou quand apprendre en continu? bah, en fait, c'est un peu les deux.
C'est un peu les deux, plus un parcours scolaire qu'on peut avoir ou non avant. Apprendre, c'est partout et c'est quotidien. On peut apprendre sur ses tâches quotidiennes en entreprise. On a surtout dans la tech où chaque tâche est différente. Donc, chaque tâche est un moyen d'apprendre quelque chose. On peut apprendre à l'école avant et apprendre plein de bagages théoriques. On peut apprendre en dehors, en lisant des bouquins, en apprenant sur Internet et autres. Alors, est-ce que ce qu'on va pouvoir apprendre au quotidien en entreprise, c'est suffisant ou pas? Ça dépendra de chacun. Moi, je me limite pas forcément à ça, parce que je fais un métier qui me plaît, en fait. Je fais ça sans dépenser énormément d'énergie, parce que ça me plaît ce que je fais. Donc, c'est à la fois un hobby, à la fois un métier. Donc, c'est le combo gagnant, quoi. J'ai pas forcé pour apprendre, parce que ça me... Et ce que tu dis là, c'est quelque chose d'optionnel pour tes collègues ou c'est quelque chose de assez obligatoire à ton avis? Ben, le quotidien est obligatoire. Sur certains sujets, il faut se former, il faut apprendre, il faut essayer de délivrer les meilleures solutions à un instant T. Sinon, on crée de la complexité accidentelle, on fait des mauvais choix et puis l'entreprise le payera un jour. Ce qui se passe en dehors, ben, en fait, ça dépend un peu de chacun. Moi, je peux l'inciter parce que je pense que c'est un vrai levier personnel pour progresser dans sa carrière, progresser dans son rôle. Mais c'est que ma vision des choses. Je peux totalement comprendre que certains se limitent à leur travail et en dehors ont envie de faire autre chose parce que ils aiment peut-être leur métier sans que ça soit une passion extrême ou peut-être qu'ils en ont d'autres à côté. Donc il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Mais j'ai de la chance chez Capcar de bosser avec des gens passionnés qui le font, qui se forment en continu, qui apprennent des choses et qui apportent pas mal de choses à l'entreprise. Mais je vois ça plutôt comme une chance qu'une obligation. Et tu penses que le CTO futur devra avoir un filtre lourd là-dessus? Par exemple, si tu apprends pas chez toi, tu fais pas des efforts, c'est mieux de ne pas, voilà, ou tu penses qu'il faut laisser, comme tu dis là, un peu optionnel? Par rapport à quoi? Par rapport à l'équipe en place? Ouais, ouais, par rapport au recrutement. Chacun, Par c'est rapport... une équipe. Ben alors, c'est vrai que sur le recrutement, ben, on fait attention à qui on recrute, à la fois sur le côté humain, sur le côté technique, est-ce que les gens sont plus ou moins passionnés? Donc, on est une petite équipe. Donc, le recrutement joue peut-être sur la culture et inversement, la culture joue sur la passion et la manière d'appréhender son métier. Euh, De toute façon, on peut pas l'obliger. On peut obliger personne à aller bosser le soir chez lui, apprendre des choses et apporter des nouvelles choses. Il y a une partie qui est passée au travail, qui se fait au travail forcément, mais en dehors, prochain CTO, s'il y a un autre CTO chez Capcar un jour, il gérera bien comme il le souhaite. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Pour moi, oui. Après, je t'ai éloigné un tout petit peu pour clôturer complètement pour la question précédente. Est-ce que tu as des étapes de ton expérience que tu peux déjà conseiller pour un CTO influenceur? Alors, le côté influenceur, c'est autre chose. On n'est pas obligé d'être CTO pour influencer, hein. Je pense qu'on l'est tous. Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on l'est tous. Au bout d'un moment, tu peux te libérer, communiquer sur des réseaux ou autres. C'est autre chose. Il n'y a pas de problème. Je pense que les freins sont surtout personnels et c'est pas un souci de compétence. Parce que je pense que tout le monde a ces compétences-là et que c'est pas vraiment un souci. Je peux parler un peu de mon parcours avant d'être là, si tu veux aujourd'hui, de faire un peu tout ça. Je suis passé par plusieurs étapes. Je pense il y a un premier mur que je me suis pris, c'est que il y a un certain nombre d'années déjà, j'étais développeur, j'étais passionné, j'apprenais plein de choses. Un jour, je suis devenu lead développeur. Et ben, ce qui faisait que j'étais un bon développeur, c'est pas ce qui a fait que j'étais un bon lead développeur, parce qu'au début, j'étais sans doute un mauvais lead développeur. Pourquoi? Parce que il y a une partie d'humain qui rentre en jeu dans le rôle d'accompagnement, de montée en compétence des équipes. Et c'est plus ta seule contribution individuelle qui joue. En passant CTO, bah, c'est pareil. On passe un autre cap. Quand tu passes CTO ou autre, bah, tu es peut-être un mauvais CTO au début où tu as encore une grande marge de progression, mais je pense que j'en ai encore une sur pas mal de points aujourd'hui. Il faut juste l'admettre, s'en rendre compte et bosser pour travailler ces points et puis rester ouvert sur tout ça.
Le mois d'aujourd'hui et le mois dans 5-10 ans, il sera certainement différent. Donc, je pense que c'est vraiment un parcours d'apprentissage en continu. Il ne faut pas voir comme, tiens, j'ai le poste, c'est bon, je vais être bon, ça va bien se passer. Je pense des expériences, de l'apprentissage et c'est vraiment le driver quoi, pour progresser, quel que soit le poste. Il y a quelque chose qui prolonge un peu la question sur les appétences individuelles, mais qui va dans le développeur. C'est pour ça que je te posais la question si ce que tu dis là, ça s'applique aussi aux autres quelque part comme principe. Car j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est pas nécessairement valable dans l'environnement d'aujourd'hui que pour le CTO. C'est valable pour tout le monde, oui. Je Ouais. pense. Et on a Léo qui nous dit, est-ce que les appétences individuelles des développeurs sont prises en compte dans la mise en place des OKR? Alors, les OKR, c'est essentiellement des enjeux stratégiques pour l'entreprise. Maintenant, quand ils sont définis à l'échelle de l'équipe technique, c'est comment on répond à ces enjeux. Donc, ce n'est pas une question d'appétence, à vrai dire, c'est une question de quelle solution on va apporter pour essayer d'avoir une influence sur les OKR d'entreprise. Je pense que l'appétence ne rentre même pas en jeu, en fait, dans la solution que tu vas mettre en place. J'espère que ça répond bien. Quelque part, les OKR, leur objectif n'est pas ça. L'objectif n'est pas ça. Voilà. Encore une question de Julien, toujours autour de OKR. Je pense qu'on a dit le mot qui parle un peu à tout le monde. Il y a pas mal de curiosité là-dessus. Pour toi, la mise en place des OKR n'est-elle pas une mesure corrective pour pallier un manque de communication et de cadrage que pourrait amener une politique qualité globale d'entreprise? Ben, pas vraiment. Alors, j'ai du mal à voir le lien avec la politique qualité, cadrage, mais pour moi, c'est un outil d'alignement. C'est pas un outil de cadrage, c'est s'aligner sur une vision commune. C'est voilà où on en est d'un point de vue entreprise. Voilà nos défis là qu'on a futurs, les lignes qu'on veut faire bouger. D'un point de vue entreprise, maintenant, comment chaque équipe et comment chaque personne va pouvoir contribuer à ça. Et au contraire, c'est un outil qui permet d'aligner tout le monde et de garder cette souplesse pour, alors je ne sais pas comment on le dit en français, mais pour empowered tout le monde, rendre tout le monde autonome, impliqué derrière ces objectifs qui sont communs à tout le monde. Plutôt que d'aller, de fixer un cadre et de dire, ah bah, tiens, je veux ça comme ça, maintenant, combien de temps tu mets à me le faire? Et puis, et tous les impondérables qui arrivent avec ce genre de méthode. Pour en revenir à la qualité et à ce genre de choses, c'est pas parce qu'on a des OKR que c'est pas pris en compte à tous les niveaux. Euh, Puis après, il faut définir ce qu'on attend par qualité, mais d'un point de vue purement technique, on va dire faire du code ou autre, hein, mais apporter des solutions qui soient assez souples, moderne qui puisse évoluer facilement dans le temps, aujourd'hui, demain, mais dans 6 mois, dans 1 an et dans 5 ans, bah, c'est un enjeu de qualité. Développer et pas produire de bugs ou produire moins de bugs et les corriger le plus rapidement possible et délivrer le plus rapidement possible, bah, c'est un enjeu de qualité. Et c'est vraiment une approche très, très itérative dans le temps. Mais ce n'est pas vraiment lié aux OKR, ça, c'est vraiment les pratiques engineering techniques qui viennent répondre à tout ça. J'espère que ça répond pour la question de Julien. Et je pense qu'il y a tellement à dire dans l'angle que tu as pris. Je pense qu'on peut développer beaucoup. Oui. Mais évidemment, après, n'oubliez pas, hein, Rudy, il est a priori très accessible sur LinkedIn pour des références, des choses comme ça. S'il n'arrive pas à vous répondre, il reste disponible, n'est-ce pas, Rudy? Bien sûr. Voilà. Et n'hésite pas, Julien, si tu as d'autres questions pour plus tard. Et Jean-Michel, quel conseil donnerais-tu à un jeune CTO dont tu as déjà un peu développé et comment tu peux regrouper tout ça dans un voilà, jeune CTO? Ben, jeune ou pas, je pense que ma réponse est la même, c'est faut continuer d'apprendre. En fait, plus l'environnement est challengeant, plus tu vas avoir de freins et de barrières devant toi que tu vas lever au fur et à mesure, c'est ça qui va te faire progresser.
Faut pas non plus, et ça c'est un des leviers, hein, c'est les barrières, les freins, les défis quotidiens, bah, faut quand en les levant, en les traitant, c'est ça qui nous fait apprendre beaucoup de choses. C'est parce qu'on va se former au quotidien, on va apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Et ça peut être des défis à la fois techniques, à la fois avec de compréhension business, mais ça peut être des défis humains aussi. Je pense que c'est même la partie la plus compliquée, l'humain dans ce type de rôle, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas tous pareils, on pense pas tous exactement les mêmes choses. Il faut apprendre à bien communiquer avec les autres, à faire preuve d'empathie, essayer d'être le plus clair, concis dans ses idées, hésiter à essayer de comprendre les autres, être vraiment à l'écoute de ce qu'on va, te dire, des feedbacks, savoir donner des feedbacks, apprendre, et puis l'idée est grosso modo là, quoi. Euh, tout Alors, est, Oui, vas-y. ouais, toute expérience au quotidien, faut en tirer quelque chose. Si t'en tires rien, c'est qu'il y a un problème quelque part, et c'est ça qui te fait progresser, un petit pas de plus chaque jour, pour apprendre à être plus efficace et meilleur au quotidien. Je vois que tu as pas mal de soutien ici sur, voilà, Laurent qui dit le management, c'est comme les compétences techniques, ça s'apprend. Hmm. Donc, il y a un Julien qui dit je confirme ce que tu dis. Bon, c'était un peu au début sur certains éléments. Donc, comme quoi, chère audience, voilà, il y a des éléments réconciliés par d'autres. Kevin nous pose une question sur qu'est-ce qu'on devrait aller chercher en cherchant un CTO associé au début de notre startup. Je pense qu'il faut déjà, et c'est peut-être pas simple, mais au début d'une startup, et même plus tard, faut chercher quelqu'un qui croit déjà dans ton projet. Et ça, c'est le plus important. Si la personne ne croit pas dans le projet, elle aura du mal à être investie. C'est le premier truc. Deuxième truc, c'est vraiment l'ouverture de l'esprit. C'est quelqu'un qui est capable d'apprendre et d'apprendre par lui-même, d'aller creuser. Et je reviens toujours au même point, mais c'est ça qui fait progresser dans le temps. Tu montes une startup, vous allez tous apprendre ensemble de plein de choses, d'un point de vue business, d'un point de vue technique, faire des choix, faire des erreurs. Et ben, le but, c'est que les erreurs arrivent le plus rapidement possible, que l'apprentissage qui vient avec le plus rapidement possible, et puis que l'itération d'après soit la meilleure. Et c'est vraiment un mindset à avoir. Si tu retombes sur une personne qui pense déjà tout savoir, qui va faire quelque chose de parfait, avancer, et puis avancer dans un tunnel, tu as deux chances, quoi. C'est soit ça marche et il y a peu de chance, puis là tout va bien, soit ça marche pas, et puis vous prendrez un mur ensemble, quoi. Donc c'est vraiment cette capacité à apprendre au quotidien, faire des erreurs, apprendre de cette erreur, et surtout à avoir euh, un rythme très itératif là-dessus. Mais j'ai l'impression que dans ce que tu dis, c'est pour tous ceux qui sont impliqués à ces étapes Et, très tôt. et c'est pour tous ceux, et très tôt ou même plus tard, je pense que c'est ce qui doit guider. Après, le CTO, c'est le titre, mais c'est qui il te faut au début quand tu montes ta startup, quoi. Et c'est ça. Et le CTO, il doit être comme comme tout le monde à ce moment-là. Après, il y a le titre et le rôle, hein. Le titre, c'est une chose, hein, mais c'est pas ça qui représente la personne et son quotidien, forcément. Aujourd'hui, titre CTO, ça pourrait être un titre de VP, de lead dev ou n'importe quoi. Ça changerait pas ce que je fais au quotidien, quoi. J'ai une petite question qui est toujours très liée à la partie influence. Hmm. Voilà. Euh, de Mehdi, tu passes combien de temps pour chaque post sur LinkedIn? Je Alors, pose la question car pour moi, trouver un sujet intéressant et le bien développer et simplifier demande énormément de temps. Alors, au début, un peu plus. Quand j'ai dû commencer il y a 1 an et demi à peu près. Ça me prenait une petite demi-heure, 1 heure, mais en mode hobby, hein. T'es tout seul dans ton salon, t'écris un truc qui t'aide un peu, tu changes. Et maintenant, ça me prend plus beaucoup de temps. Je pense qu'en 10 minutes, un quart d'heure, j'ai écrit un truc, j'ai posté, me permet de poster. En ce moment, je suis sur un rythme tous les jours. Oh, la pression. Hein, ça me prend 10 minutes, quoi. Après, s'il faut répondre aux gens, bon là, ça me prend un peu plus de temps.
Je pense qu'on peut rajouter 20 bonnes minutes, une demi-heure, ce qui fait que des fois, je réponds rapidement, j'essaye de tout lire, j'essaye de répondre à tout le monde. Des fois, c'est un peu rapide parce que j'ai pas le temps. Je dis juste merci pour ton feedback, je mets un petit chapeau, merci, parce que c'est important de remercier les gens. Mais c'est chronophage et je fais beaucoup d'autres choses à côté, donc il faut pas que ça me prenne trop de temps non plus. Ouais, j'espère, Mehdi, que ça t'a aidé. Et je vais essayer de clôturer un peu sur pas mal de sujets qu'on a touchés, car on a commencé de très haut. Hmm. Après, on est arrivé au niveau équipe. Entre milieu, on a parlé de OKR et comment s'aligner avec tout le monde. Et j'ai l'impression qu'une partie de ce que tu as dit a été un peu interprétée OKR, individu, performance individuelle. Il y a même une question par rapport à ça de Pascal qui dit, tu indiques, regardez la performance des individus. Quelles sont les manières, mesures, outils que tu utilises? Donc, de toute façon, ça nous a amené ça a Ouais. amené une partie de l'audience Alors, à- non, les OKR s'arrêtent au niveau de l'équipe. Et c'est qu'un des leviers. On a l'OKR, c'est vraiment l'outil d'alignement sur toute la partie product engineering. C'est Mhm. comment on s'aligne face à la boîte. Donc, à différents niveaux, hein, on les définit côté entreprise et après, j'aide l'équipe à les définir côté équipe technique. En tout cas, chez vous. En tout cas, chez nous. Et je comprends que ça puisse être fait de manière différente dans différentes entreprises. Mais chez nous, ça fonctionne comme ça. On ne descend pas à une échelle individuelle. Mais ce n'est pas la seule métrique qu'on utilise. Si on veut connaître la performance de l'équipe technique et en masse, hein, on utilise d'autres indicateurs. Là, on a des indicateurs un peu plus DevOps pour mesurer le cycle time, le lead time, le nombre de releases par semaine, enfin le nombre de MEP par semaine, le nombre de bugs et ainsi de suite. Et c'est plutôt ces indicateurs qu'on utilise au quotidien. Et là, c'est vraiment des indicateurs à la fois sur la qualité pour éviter les régressions, savoir combien de temps on les corrige et de mesure de l'itération, parce qu'on cherche à avoir une itération assez extrême. Donc ça, c'est une des réponses, mais ça reste dans un scope équipe. Et l'autre partie, c'est la donnée beaucoup plus métier. C'est chaque feature qu'on vient développer, chaque enjeu métier, on produit de la donnée et on analyse cette donnée pour faire nos choix au quotidien. Et l'un plus l'autre, ça permet d'avoir une représentation à la fois la capacité de l'équipe entière à délivrer de manière itérative, sans bug, et de l'autre côté, l'impact business de ce qu'on a. Tandis que les OKR, c'est beaucoup plus pour l'alignement. Pour ce qui est de l'individuel, je fonctionne avec des... L'idée, c'est avec chacun des développeurs, entre autres, hein, on se définit des objectifs individuels au trimestre. Alors, Trimestre. OK. au trimestre. Pourquoi je fonctionne au trimestre là-dessus? Euh, Parce que ça reste des périodes de temps où on a le temps de faire des choses, et on peut voir une vraie différence, Mhm. mais il se passe pas un an avant d'avoir un feedback et un retour. Et là, sur ces objectifs individuels, l'idée, c'est de les définir avec la personne en question, de les rendre chiffrables un maximum, objectifs un maximum, tout en gardant la souplesse derrière. L'idée, c'est c'est de progresser sur tel ou tel point personnel, et ça reste du personnel, et de juger effectivement ça, quoi. C'est vraiment, là, l'objectif n'est pas le même. L'objectif, c'est vraiment la progression personnelle de la personne au sein de l'entreprise et elle-même pour évoluer dans le temps, dans son poste et dans sa manière d'appréhender les choses. Et s'il y a quelque chose qui manque dans ce que tu viens de dire ici avec l'alignement trimestriel des objectifs individuels, qu'est-ce que c'est cette chose qui manque que tu souhaites rajouter pour vous? Alors, pour l'instant, ce qu'on a, j'ai l'impression que c'est déjà pas mal. On s'aligne. Donc, l'idée, c'est de continuer à développer ça. C'est de s'aligner encore plus facilement, de communiquer encore mieux. Mais c'est plutôt que de rajouter quelque chose, c'est de s'améliorer sur ça. Deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, on est très itératif. C'est encore de l'être encore plus demain. C'est
Si on a une problématique business la veille, qu'on est capable d'apporter enfin, d'avoir une première brillante idée de solution et qu'on est capable de mettre dans la journée, de mesurer l'impact le lendemain et de remettre une pièce dans la machine pour évoluer, bah, si on arrive à compresser ce temps pour apprendre de manière beaucoup plus rapide, tout en améliorant la qualité, le produit au fur et à mesure, avec des vrais inputs qui sont de la donnée et de l'expérience des utilisateurs, bah là aussi, c'est pareil, c'est des trucs qu'on peut améliorer dans le temps. Et sur le suivi et le côté très individuel, bah, en fait, ça dépend des personnes. Je m'adapte un peu aux différentes personnes sur cette partie-là. Donc, il y a rien de global à changer, mais c'est vraiment de l'adaptation en fonction des gens. Je vais stresser ce que tu viens de dire là avec la question suivante. Ouais. Si vous deviez interroger les personnes avec lesquelles vous avez le plus échangé durant les 12 derniers mois, quel point fort critiqueraient-elles vous concernant? Donc, qu'est-ce qu'ils diront de bien et qu'est-ce qu'ils diront de mal? Alors, ça dépend avec qui on échange. Moyenne. Si on échange avec nos différents partenaires avec qui je communique assez souvent, ils diront que je suis quelqu'un de très humain, que c'est plaisant de bosser avec moi, ils seront très contents de ça. Si on demande aux partenaires un peu plus business enfin, de l'entreprise, aux collaborateurs un peu plus business, ils diront que bah, c'est bien, avec moi, on délivre vite, je comprends le business et puis on est capable d'avancer, de délivrer de la valeur. Et puis d'être à leur écoute, d'être réactif. Si on demande aux développeurs, ils parleraient peut-être un peu de compétences. Enfin, peut-être que je suis gentil avec eux, je suis très humain, je vais leur dire des choses, je peux leur apprendre des choses sur l'architecture logicielle, un peu sur l'infrastructure, parce qu'ils sont un petit peu plus éloignés de ça. Euh, Ce qu'ils vous diraient sans doute tous, c'est que j'ai des progrès à faire, et puis je reviens là-dessus, hein, peut-être un peu sur l'orthographe, sur l'écriture, que l'anglais, c'est un peu plus compliqué, et c'est pour ça qu'on fait ce talk en français, hein, parce que je comprends très bien l'anglais, je sais l'écrire, après, je le parle juste pas, quoi, donc c'est plus compliqué. C'est des trucs à développer hein, dans le temps. Il vous dirait peut-être aussi bah, que peut-être que j'ai un petit peu d'ego, même si j'essaye de le contenir au quotidien, je reste un développeur avant tout, donc j'ai encore cette part d'ego en moi que j'essaye de contenir au quotidien bah, pour être le plus humain possible, le plus humble possible, mais c'est pas toujours évident. Mais je le sais, tu vois, je le sais, donc je peux le travailler et c'est ça qui est important, quoi. Et si tu dois définir le leadership de Capcar très vite, d'une manière très succincte, Voilà. En mode très succinct, ce que je cherche à faire, alors je ne veux pas parler de tout Capcar, mais parler essentiellement de la tech, de la tech. c'est que pour moi, le leadership, c'est de faire que tout le monde soit un leader. Que tout le monde soit un leader dans l'équipe technique, tout le monde soit capable de convaincre, d'apporter des solutions, de gérer des problématiques de bout en bout, d'aller chercher l'échange quand il faut. Et c'est super important pour moi. En fait, j'essaye de travailler une culture où les développeurs se sentent libres, se sentent vraiment responsabilisés, parce que ça va avec, en fait, liberté, la responsabilité sur ce qu'on fait, que chacun soit capable de monter en expertise pour faire des bons choix, des bons choix basés sur des vrais critères tangibles, hein, la donnée, le business, l'impact de son travail au quotidien, capable de faire des feedbacks aux autres. Et moi, dans tout ça, mon rôle, bah, c'est un peu de créer cet environnement, de les faire rentrer dans sa culture et de les transformer tous en leaders. Et pour moi, c'est ça le leadership. C'est que demain, j'aimerais qu'ils prennent chacun leur tour, tous ma place chez Capcar et puis que je puisse aller boire des cocktails à la plage, quoi. Ça arrivera? Les cocktails à la plage? Peut-être, mais j'aime ce que je fais, donc je m'ennuierais au bout d'une journée ou deux, au bout de 2 semaines de vacances. Je commence déjà à m'ennuyer un peu de temps en temps. Donc, J'ai deux questions j'ai l'impression que tu as répondu déjà. Je vais les citer vite pour aussi les clôturer vite, ne pas trop développer. Un, comment définir les OKR personnels pour les différents types de ressources du département IT? Avez-vous des exemples? J'ai l'impression que tu as dit que tu fais pas ça.
avec des Alors, autres pairs. ils ne sont pas individuels, ils sont faits par équipe. Voilà. Donc ça, on peut aller plus loin. Et après, quel type d'objectif individuel mets-tu en place? Je pense que ça rejoint sur la partie trimestrielle ce que tu as dit. Si tu peux donner un exemple vite. Ça va essentiellement dépendre des différentes personnes. Entre un lead dev ou un développeur, on ne va pas forcément attendre les mêmes choses. Il y a des choses qui peuvent être très tangibles. C'est tiens, pour un dev comme ça, ou cette culture du partage, c'est par exemple, bah tiens, il faudrait que dans le trimestre, tu organises un lunch and learn ou une code review pour présenter quelque chose, un sujet de ton choix à l'équipe et leur montrer le truc. Et vraiment l'histoire d'emmener un peu dans cette problématique. Ça pourrait être oui, dans le trimestre que tu interagisses et que tu gères une tâche ou une feature, tu réponds à une problématique business de A à Z, et en allant toi-même chercher tous les intervenants, en allant chercher les personnes pour t'appuyer s'il faut, code et autres. Ça peut être sur certains éléments technologiques qu'on peut avoir dans nos stacks, ou certains développeurs sont peut-être un peu moins à l'aise sur certaines choses, ça peut être de creuser ce genre de choses, tu vois. Ça peut être de partager des compétences. L'idée, c'est que tout le monde puisse travailler à la fois des compétences humaines, techniques, pour pouvoir s'épanouir dans son job. Donc, c'est très orienté dans ce genre de choses. Et c'est une petite proportion genre d'objectifs qu'on peut avoir dans un trimestre. Parlons un peu de recrutement et Hein. quel type d'assessment tu fais très vite. Alors, très vite. C'est en deux parties, dont une grosse partie. Pour moi, l'entretien technique, ça se résume pour l'essentiel, à une très longue discussion. Très longue discussion parce que quand ça se passe bien, ça peut durer 1h30, 2 heures. Et j'essaye d'orienter cette discussion, parce que j'ai quand même des sujets à creuser, et de l'orienter pour creuser les compétences du candidat, à la fois en largeur, sur tout le spectre de compétences qu'on peut connaître dans la tech, et à la fois en profondeur. Mhm. Alors, ça va passer des problématiques front-end, back-end, de l'architecture, sur le front-end, de l'intégration, de l'accessibilité, sur la partie infrastructure, en essayant de creuser tout ce spectre de compétences, en n'oubliant pas toute la partie soft skills et autres, mais vraiment d'avoir une discussion pour Un essayer script, de jauger tout ça. Alors, t'as un script de questions, l'idée, c'est pas orienter ça forcément sous forme de questions ou de les ouvrir le plus possible. Donc oui, j'ai une grille. Enfin, j'ai 4 pages Notion. Alors, en fonction des candidats, on s'arrête assez vite sur certains domaines d'expertise ou pas. Parce que l'idée, c'est de pouvoir aller en profondeur s'il faut, mais d'avoir cette vue vraiment transversale sur le candidat. Donc, il y a cette grille, mais c'est juste... Enfin, cette grille. un guide. Il y a cette scorecard que ça permet de faire derrière, qui est liée un peu à ça, mais les deux sont un peu décorrélés. Mhm, mhm. Euh, Ok. et en plus de ça, il y a un petit exercice de live coding qu'on fait en ligne avec le candidat. Et là, l'idée, c'est sur une petite fonction assez simple à développer, et c'est vraiment pour voir... et puis ça se fait en paire, hein. Alors Louis, c'est là et autres, mais l'idée, c'est de voir quelle approche a le candidat pour résoudre une problématique. Comment il va aborder son problème? Est-ce qu'il va le décomposer? Est-ce qu'il va y aller de manière très, très empirique? Est-ce qu'il va avoir des pratiques? Il va faire C'est un des démos, problème ce genre de choses. dans votre contexte ou c'est Non, un alors c'est système où il y a un jeu totalement décorrélé. Alors, c'est pas un coding game ou autre, hein, c'est un problème très technique, qui est très accessible, hein. Il y a toujours plusieurs solutions de répondre à un problème, mais c'est vraiment ce qui intéresse là-dedans, c'est vraiment la démarche de résolution de ce problème. et tu es présent Euh, pendant ce temps ou pas? oui, en général, oui, c'est quelque chose qui est pas. Alors, je me fais accompagner, je fais pas ça tout seul, mais je suis encore présent dans cette phase technique. Ok.
Et ça dure combien Euh, de temps? 1 heure? alors non, ça le but c'est de le timeboxer, hein, c'est que ça dure une demi-heure. Mhm. Ça dure une demi-heure parce qu'il y a l'entretien, la discussion technique, c'est vraiment le plus important. Et là, c'est vraiment parce que c'est un Mhm. exercice qui peut avoir des biais. Tu vois, parce que déjà, il faut mettre la personne un minimum en confiance, parce que quand tu es là à regarder quelqu'un coder, tout le monde n'est pas Et à dans le... l'aise là-dedans. Faut juger les bonnes choses, donc c'est pas forcément le temps, la rapidité, mais ça permet d'appréhender quand même la connaissance du langage, la manière de résoudre un problème. Ça peut servir de base de discussion aussi pour la suite. Mais c'est pas le seul juge, enfin le seul juge, c'est pas le critère le plus déterminant dans le recrutement, même si c'est une phase qui me semble importante. Très bien. Question sur la sécurité, privacy, ce genre de choses Ouais. simples. Et tu as un partenaire là-dessus? Tu as un Chief Information Security Officer? Tu as Non, alors une petite, un ouais, DPO? c'est une petite boîte. Donc si j'avais un partenaire pour tous les sujets, je pense que beaucoup plus gros et puis on perdrait beaucoup d'argent tous les mois. Donc aujourd'hui, je me débrouille un peu tout seul avec l'équipe. Me débrouille un peu tout seul sur ces sujets. Alors c'est pareil, hein, faut des sujets sur lesquels il faut se former, qui ne s'improvisent pas. Puis si je peux rebondir, la sécurité chez Capcar, ça passe par, euh, par pas mal de choses. C'est que d'abord, il y a une sensibilisation des différents utilisateurs de la plateforme en interne et autres. Quand tu as Hein? des utilisateurs qui se partagent leur compte dans tous les sens, qui ont des mots de passe de 4 caractères ou des mots de passe où c'est juste marqué passeport dans le mot de passe, bon, il y a peut-être un sujet de sensibilisation derrière sur ce genre de choses. Et derrière, c'est super important. Et après, la sécurité, bah, c'est pareil, hein, c'est comme quand on fait du DevOps, qu'on rapproche tout le monde, qu'on laisse tous les trucs, la sécurité, elle se passe pas a posteriori, mais elle se passe au quotidien. C'est que quand on développe, bah, faut se sensibiliser à ça. Faut faire attention à ce qu'on fait, il faut bien penser aux différents cas limites, à ce qu'on fait d'un point de vue code. Et sur les problématiques d'infrastructure, bah, c'est pareil. Comment on limite, on gère les accès, comment on s'assure que les machines et les systèmes qu'on utilise sont pas vulnérables et qu'on les met à jour régulièrement et qu'on s'informe de ce qu'on a dedans. Donc c'est un travail vraiment quotidien et continu. Ok, très bien. Et sur la partie vision DevSecOps, 1 minute. Avant, on a dit QA, c'est important, on le met dans les Ouais, équipes. DevOps, on a dit c'est important le Ops, donc on le met dans l'équipe. ouais, La Security Engineering, c'est important, on le ça met par dans contre, mais dans l'équipe. l'équipe. À un moment donné, il y a une limite à tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus en 30 secondes? Ben, je vois pas de limite en fait. On prend tous ces profils-là, on les met dans l'équipe et bien on shift tout le monde. On fait du shift left pour tout le monde. C'est que le travail est fait en amont, c'est beaucoup d'évangélisation, beaucoup de pratique, beaucoup d'automatisation pour surtout pas réduire le cycle, enfin réduire le lead time et le temps de développement. Donc ça, c'est des compétences qu'on intègre au fur et à mesure pareil, et que ça soit le DevSecOps, le DevOps, toute la partie QA, en fait, c'est le même enjeu. L'enjeu est assez simple, c'est de faire les choses le mieux possible, le plus sécurité possible, d'avoir le moins de bugs possible, mais en préservant ta rapidité de développement et ton temps entre l'idée et la mise en production. Et pour moi, l'enjeu est strictement le même, en fait. Donc les limites, je les vois, pour moi, les limites, elles sont surtout humaines là-dedans. C'est de se dire, c'est le contrôle que chacun peut vouloir avoir parce qu'il a de l'expertise. Dire, ah bah, je veux contrôler, enfin, tiens, je veux contrôler la sécurité, tiens, je veux contrôler le produit, tiens, je veux contrôler qu'il n'y ait pas de test. Alors que c'est moins du contrôle, mais c'est plus de la mise en place et de la transmission de pratiques pour faire évoluer tout le monde en oubliant, enfin, en laissant de côté un peu ce côté contrôle. L'idée, c'est que enfin, le processus et que fait, que ton pipeline enfin, que ton usine de production de valeur soit la plus fluide possible. Et comment on s'intègre comment on intègre tout le monde dans cette usine, parce qu'au final, on fait tous la même chose. On fait tous du product engineering, que ce soit le QA, que ce soit le DevOps, que ce soit
Le mec qui fait que de la sécurité, le produit et autres, on bosse tout ensemble. Et on a tout intérêt à produire un maximum de valeur pour l'entreprise et d'avoir les bonnes approches pour ça. Puis tout ça, c'est aussi de l'agilité, c'est aussi du lean, c'est aussi… Je vois aussi qu'il y a quelqu'un comme Rodislav qui souligne un peu ce que tu dis sur l'équipe responsable de produits, dédier une personne à la sécu, ça va créer un mini silo. Et malgré tout, on a passé le temps, j'ai encore plein de questions à te poser, Rudy, je ne sais pas ce qu'on va faire. Il y a plein de questions encore sur le Q&A. Je suis désolé, on a 1 heure. Rudy a aussi d'autres choses à faire, malgré tout. En plus, il refait des trucs en 10 minutes là sur LinkedIn. Donc, voilà, il va certainement va répondre des questions. Rudy, s'il y a un truc, un seul truc avec lequel l'audience doit absolument partir. Le message que tu veux faire passer à l'audience pour ceux qui sont live ou qui vont regarder l'enregistrement. Eh ben, je peux redire la même chose, hein, et appuyer bien là-dessus, hein. Ce qui compte, c'est de rester vraiment ouvert d'esprit, de continuer à apprendre, peu importe le domaine, peu importe le truc. On est dans un monde où l'information est partout, c'est pas un problème d'information, c'est le temps qu'on va trouver, et puis l'envie pour apprendre, se former, et puis surtout pas se mettre de barrières pour ça, quoi. Et je pense que c'est l'essentiel, hein, quel que soit le poste, quel que soit le job, quel que soit, et puis encore plus dans la tech. Si on peut partir sur quelque chose, c'est ça, quoi. Rudy, merci. J'ai bien aimé tes réponses. J'espère que l'audience aussi. En tout cas, vu les questions, je pense que ça vous était intéressant. N'oubliez pas, tout ça, ça va être disponible sur pentao.com. Il y aura toujours d'autres CTO à venir pour cette année et l'année prochaine. Merci beaucoup à tout le monde. Et on se revoit quand pour l'épisode 2, pour la suite des questions? On planifie tout ça, Rudy. Bon, merci tout le monde. Merci, Rudy. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.